Donc, la présente communication s'inscrit dans des travaux qui devraient résulter en la publication d'un essai dont le titre de travail actuel est, comme le dit Samuel, The Villain with a Null Face, Slenderman et la fiction virale. Mon propos d'aujourd'hui portera essentiellement sur la dernière partie de ce titre, le concept de fiction virale, que je rumine depuis quelques années déjà, mais que je me penchais brièvement vers la fin de mon exposé sur la créature qui fait une apparition sur l'affiche de ce colloque, ce qui m'a d'ailleurs mis quand même un peu de pression. Afin d'expliquer comment et pourquoi l'émergence d'une fiction virale a été rendue possible par le numérique, il me faut remonter quelques années en arrière. Selon Henry Jenkins, la première manifestation d'une communauté de fans qui prenait une part active à la réception du corpus faisant l'objet de son enthousiasme remonte à l'apparition du magazine pulp de science-fiction Amazing Stories, édité par Hugo Gernsback. On y publiait des lettres de fans accompagnées de leurs adresses postales respectives, ce qui permit la création à la fois d'un forum de discussion autour des nouvelles publiées en ces pages, mais aussi la constitution d'un réseau épistolaire rendant possible la mise en place d'une communauté de fans. La tendance s'est poursuivie et a pris de l'ampleur lorsque ces communautés, rassemblées notamment autour de séries télévisées de science-fiction, se sont mis à autopublier et mettre en circulation des fanzines. Cette production textuelle secondaire, puisque découlant d'œuvres au statut officiel et émanant de grands studios commerciaux, s'inscrit selon Jenkins dans une logique de culture participative. Afin de décrire les formes que prennent la participation des fans, John Fisk, un homme très sérieux comme on peut le voir ici, a proposé une catégorisation de leur activité en distinguant 3 opérations distinctes par lesquelles un sujet s'approprie un corpus. Je les résume en mes mots, mais les définitions complètes se trouvent derrière moi. Dans un premier temps, la productivité sémiotique, qui n'est pas spécifique à l'activité de fan, correspond à l'acte premier de réception par lequel un sujet découvre une œuvre et en effectue une analyse personnelle. Dans un second temps vient la productivité énonciative, lorsqu'une interprétation personnelle par un sujet est partagée par voie orale avec son entourage. L'expression anglaise « water cooler conversation », la discussion entre collègues de travail au lendemain de la diffusion d'un épisode de série télévisée, décrit bien le caractère informel mais partagé de la productivité énonciative. Dans un dernier temps, la productivité textuelle prend la forme d'un texte publié et diffusé au sein de la communauté de fans. C'est donc une énonciation plus tangible et aboutie, le résultat concret d'une interprétation qui donne lieu à nouvelles productions et même éventuellement sujette à interprétation. Elle-même éventuellement sujette à interprétation, pardon. La création de récits secondaires communément appelés fanfictions correspond donc à la productivité textuelle de Fisk. La culture participative, malgré la connotation collaborative et communautaire que colporte ce terme, est en fait bâtie sur un rapport de force inégal. Jenkins s'inspire des travaux de Michel de Certeau et décrit l'activité des fans comme une forme de braconnage textuel qui révèle, je sors mon anglais du vendredi, « an ongoing struggle for possession of the text and for control over its meaning », ajoutant que « it recognizes the power differential between the landowners and the poachers ». Yet it also acknowledges ways fans may resist legal constraints of their pleasures and challenge attempts to regulate the production and circulation of popular meanings. Fans must actively struggle with and against the meaning imposed upon them by their borrowed materials. Fans must confront media representations on an unequal terrain. Autrement dit, les fans opèrent dans un réseau de signification où ils confectionnent leurs textes additionnels à partir d'un matériau préétabli. Pour reprendre la métaphore spatiale de Certeau et Jenkins, les fans s'approprient les espaces vacants d'un territoire déjà en grande partie délimité, défriché et ensemencé, devant se rabattre sur les interstices et les zones non réclamées pour semer leurs graines, parfois dans le but de combler les béances et ainsi rendre l'univers diégétique le plus lisse possible. Cette production est par essence illégale, mais largement tolérée puisque généralement jugée inoffensive par les détenteurs des droits intellectuels du matériau original. Or, l'interdit le plus puissant pesant sur la production des fans a trait à sa légitimité. Il existe certes des types de fanfiction qui contredisent, voire nient des pans entiers du matériau source. Par exemple, la fanfiction érotique, le slash fiction a un caractère subversif qui ne plaît pas à tous. Mais de manière générale, la fanfiction doit respecter ce qui se trouve en amont de sa production et faire preuve de cohérence envers le canon officiel, faute de quoi elle sera rejetée par la communauté puisque enfreignant les coordonnées factuelles et éthiques du territoire diégétique braconné. À cet effet, Jenkins mentionne que l'adéquation d'une fanfiction au canon officiel est régie par la communauté de fans, agissant de la sorte en communauté interprétative qui s'auto-régule. J'entends ici communauté interprétative dans le sens que lui attribue Stanley Fish dans son essai « Is there a text in this class ?» Bien que Jenkins ait publié son essai « Textual Poachers » il y a moins de 20 ans, la description qu'il effectue du rapport à l'objet de dévotion par les fans et de la dynamique par laquelle se manifeste la culture participative a un caractère périmé, puisque cette dynamique a été considérablement chamboulée par l'avènement du réseau Internet,
notamment en ce qui a trait à l'accessibilité. En termes de productivité sémiotique, accessibilité aux œuvres. Plutôt que de devoir se livrer à des fouilles archéologiques ou se passer sous le manteau des copies piratées des épisodes de séries télévisées, il est possible, en quelques secondes de téléchargement et en quelques secondes de recherche et en quelques minutes de téléchargement, d'avoir accès à une médiathèque considérable. En termes de productivité énonciative, accessibilité aux forums de discussion qui prolifèrent sur le web et permettent d'engager des conversations immédiatement après, voire pendant dans le cas du live tweeting, la diffusion d'un épisode. En termes de production textuelle, accessibilité aux plateformes de diffusion, la publication d'une fanfiction ne requiert plus l'effort non trivial de photocopier des exemplaires de son texte et de les mettre en circulation par voie postale ou en les vendant lors de conventions de fans, puisque des sites web dédiés à la publication et l'édition de fanfiction abondent sur le web. En somme, le réseau numérique a levé les barrières qui ont longtemps compliqué l'accès à la culture participative. Ajoutons à cela qu'une idéologie prévalente sur le web de libre circulation de l'information, incarnée notamment par des initiatives comme Creative Commons, Copyleft et autres modèles de propriété intellectuelle ouverte, contribue au partage des produits émanant des communautés de fans. En parallèle à cette nouvelle écologie et économie médiatique du fandom rendue possible par le web, est apparu un phénomène de communication inhérent à la culture numérique qui a également beaucoup à voir avec la culture populaire, à savoir le meme. Pour la suite des choses, j'emploierai le terme meme en anglais afin de passer outre à l'incontournable confusion homonymique propre à l'utilisation de ce terme en français. Le terme meme a été confectionné par Richard Dawkins dans son essai The Selfish Gene. Combinaison de mimésis et de gène, le meme, tel que défini par Dawkins, est une unité d'information contenue dans un cerveau, échangeable au sein d'une société. Ce à quoi le sémiologue en moi ne peut s'empêcher de dire « Ah, c'est intéressant, t'as trouvé ça tout seul. » Reprenant le concept, Daniel Dennett affirme dans l'essai Virus of the Mind de Richard Brody que « A meme is an idea, the kind of complex idea that forms itself into a distinct, memorable unit. It is spread by vehicles that are physical manifestations of the meme. » Or, comme on le sait, ce concept de meme en est venu à désigner un phénomène particulier qui peut être adéquatement désigné si l'on reprend la définition de Dennett et que l'on modifie un seul de ces mots, comme on peut le voir ici, plutôt que parler de physique, on parle de numérique. Le meme, tel qu'existant et circulant sur le web, est une image, souvent de photographie, accompagnée d'une ou deux lignes de texte en police de caractère impact, à vocation humoristique, dont la propagation rapide, virale, garantit la popularité et la pérennité. Je voudrais maintenant poser une distinction entre deux catégories de mimes, à savoir le mime remixé et le mime natif. Un mime remixé prend comme matériau original un extrait d'un produit audiovisuel généralement issu de la culture populaire, par exemple la capture d'écran d'une scène de série télévisuelle ou d'un film isolant un personnage ou une photographie de célébrité. À cette image est ensuite apposé du texte. Ce texte prend appui sur un trait distinctif du sujet mimifié et l'emploie de manière caricaturale. La variation sur un thème est donc une forme de détournement d'une source connue, d'où le terme remix. Deux remarques à propos du meme remixé. Premièrement, il ne peut être adéquatement interprété qu'auprès de lecteurs qui connaissent le matériau original auquel il est fait référence. Je peux d'ailleurs en témoigner car, n'étant pas un spectateur assidu de Game of Thrones, je reste de marbre devant environ un tiers de l'activité Facebook qui s'étale sur mon fil lors des lundis matins, suivant la diffusion d'un épisode. Deuxièmement, le meme remixé a un caractère illégal évident, les créateurs du matériau de base étant rarement consultés avant que le web ne s'en empare pour créer une débauche de remix, mais l'appropriation culturelle dont il fait l'objet lui confère une notoriété qui rend difficile sa contestation sur le plan légal. À preuve, tout récemment, un certain Axl Rose, qu'on voit ici dans des temps meilleurs, qui, si je comprends bien, est depuis peu simultanément chanteur de deux groupes de rock différents, Guns N' Roses et AC/DC. D'ailleurs, c'est pas comme un peu de la triche, ça, être chanteur de deux groupes. Bon, c'est une question pour un autre jour. A entrepris des actions légales afin de retirer du web le meme nommé Fat Axl, qui superpose à une photo prise lors d'un concert en 2011 des paroles de chansons détournées, soulignant à quel point la rockstar semble avoir tourné son appétit dévorant vers des substances, cette fois licites, depuis quelques années. En raison de points de détails légaux sur lesquels je ne veux pas m'attarder parce que j'ai fait des études en littérature et non en droit, les doléances devant le tribunal de M. Rose ne peuvent être traduites en justice et son attaque s'est retournée contre lui, puisque sa tentative avortée de retirer de la circulation les memes Fat Axl auront plutôt contribué à le projeter à nouveau au devant de la scène. Ce que cette anecdote permet, en plus de l'opportunité gratuite de vous présenter quelques exemples de ce meme, c'est de mettre en relief l'opération de dépossession qui advient forcément lorsque le web s'empare d'un matériau original pour le transposer en ces termes. Le sujet du meme se voit arracher le contrôle de sa signification et ne pourra vraisemblablement jamais le récupérer. Il en va autrement du meme natif.
Celui-ci a une origine plutôt anodine, voire anonyme. C'est une photographie qui présente un potentiel de signification si puissant qu'une dénotation particulière s'impose sur le cliché. La viralité avec laquelle le meme natif se répand est donc d'autant plus étonnante puisqu'il s'agit généralement de la photographie d'un kidam soudainement transformé en raccourci rhétorique dans le langage du web. De fait, la dissociation entre la source de la photographie et son existence mémétique est impérative à la constitution du meme natif. Connaître l'origine de l'image ne peut qu'atténuer, voire détruire la signification qui s'y est greffée. Prenez par exemple, et ça c'est vraiment mon préféré, Scumbag Steve, la quintessence du délinquant bas de gamme, qu'on pourrait aussi appeler fake gangster. Sous l'horrible casquette et le manteau au col de fourrure se trouve le MC Wheezy B, et derrière ce nom d'artiste se trouve Blake Boston, un aspirant rappeur. D'ailleurs, la photographie l'ayant rendu tristement célèbre a été prise par sa mère et se trouvait à l'origine sur sa page MySpace. Donc on a vraiment creusé loin pour aller la remonter à la surface. Si l'on pousse sa curiosité jusqu'à visionner des entrevues avec Blake Boston, on découvre que ce type est au demeurant assez attachant et sympathique. On le voit d'ailleurs poser avec Grumpy Cat, ça c'est comme de l'internet au carré. C'est une photo vraiment fascinante. Or, constater que derrière le meme se trouve une personne sympathique peut atténuer la portée humoristique du meme Scumbag Steve. En somme, une fois mis en circulation sur le web, le meme est réapproprié par la culture participative et donne lieu à une productivité textuelle importante. Son contenu n'appartient plus à sa source, le sujet photographié ou le créateur du produit culturel dont il est extrait. À plus forte raison, il s'en trouve dissocié sur le plan du droit intellectuel dans le cas du meme remixé et sur le plan généalogique dans le cas du meme natif. En ce sens, le meme s'inscrit pleinement dans ce qu'il convient d'appeler le folklore du web. Bruce McClelland définit le folklore de la manière suivante: a communicative behavior whose primary characteristics are that it doesn't belong to an individual or group, and in the modern context therefore transcends issues of intellectual property, and that it is transmitted spontaneously from one individual or group of individuals to another under certain conditions, frequently without regard for remuneration or return benefit. As it is transmitted, it often undergoes modification according to the inclination of the retransmitter. Or, qu'advient-il quand un meme natif, plutôt que se limiter à un macro d'images générant des blagues, devient la prémisse d'une fictionnalisation soutenue et diversifiée? La réponse, une fiction virale. En fait, d'autres facteurs préalablement évoqués sont réunis pour rendre possible l'émergence d'une fiction virale, ayant beaucoup à voir avec le nouvel espace médiatique que constitue le web. En effet, comme on l'a vu, ce réseau augmente et accélère la production textuelle de la culture participative des fans, production qui circule dans une logique folklorique d'ouverture, de communautarisme et de mutation. Ainsi, la fiction virale se caractérise par une origine souterraine, ou du moins appelée à le devenir, en ceci qu'elle n'apparaît pas au public par l'entremise d'institutions culturelles majeures, sauf dans le cas de récupération ultérieure. Son déploiement est accéléré par sa propagation rapide, multidirectionnelle et polymorphe, comme un virus qui se modifie continuellement à mesure qu'il circule. Sa substance première présente bel et bien des caractéristiques distinctives, mais elle est suffisamment malléable pour que des incarnations diverses prennent des formes qui ne coïncident pas parfaitement d'une manifestation à l'autre. C'est notamment cette modification perpétuelle qui la distingue des productions culturelles dominantes, en ceci que l'absence de hiérarchie dans la création de nouvelles itérations fictionnelles ne doit pas s'inscrire dans un canon principal faisant autorité, et n'a à se conformer ni à un univers diégétique, ni à une série de préceptes moraux ou interprétatifs inamovibles. Comme tout ceci peut paraître un peu abstrait et éthéré, passons à un exemple. Le Slenderman est apparu dans le forum de discussion Something Awful, au détour d'une conversation où ses membres déploraient depuis quelques années l'absence de créatures monstrueuses iconiques, en comparaison aux années 80 qui avaient vu l'apparition au cinéma de monstres aussi convaincants que Jason Voorhees et des films Friday the 13 ou Freddy Krueger de Nightmare on Elm Street, qui éventuellement sont venus à se battre, comme on peut voir ici. Pour pallier à ce manque, un concours informel a invité les participants au forum à éditer des photographies afin d'y insérer une touche de paranormal. Le forum a été mis en ligne le 8 juin 2009, et 2 jours plus tard seulement, un certain Victor Surge s'est signalé en téléversant 2 images où apparaissait dans l'ombre une créature longiligne. Là, elle est ici, et elle est à l'arrière-plan dans l'autre image. Ça va être un petit peu la partie interactive où est Charlie de ma présentation. Dans les jours qui suivent, ces 2 premières entrées, Victor Surge continue à mettre en ligne des séries de photos et de faux documents, parfois accompagnés de descriptions. On voit ici un rapport de police maculé de sang où apparaît à nouveau le nom Slenderman, en haut à droite. Une séquence de plusieurs images où le monstre surgit lors d'une fête d'enfants, et en fait on découvre qu'il l'a kidnappé. Et une photographie où il se profile de l'autre côté d'une fenêtre, formant
chacune de ces différentes productions photographiques formant autant de micro-récits. Dans la dernière image, les appendices d'apparence arachnéenne sont mises en évidence. 2 images, accompagnées d'un texte de quelques paragraphes que je ne reproduis pas ici, et j'ai juste une des 2 images, montrent également le Slenderman dans un boisé, où son corps s'étire afin de mieux se fondre dans le décor sylvestre. 8 jours après les premières images dues à Victor Surge, un nouvel utilisateur de Something Awful partage un message cryptique qui semble avoir peu à voir avec la créature. Cet homme relate l'histoire d'un ami fréquentant une école de cinéma qui a décidé d'abandonner son projet de fin d'études intitulé Marble Hornets. Cette entrée de forum est en fait l'amorce d'un vaste projet vidéo composé de 133 vidéos mises en ligne sur la plateforme YouTube, qui d'ailleurs n'apparaissent sans aucun marqueur institutionnel. Je vous en dis pas plus sur Marble Hornets, je vous invite à le regarder. Le moins on en sait, le mieux l'effet fonctionne. Bien qu'importante, la série Marble Hornets ne constitue pas la seule fictionnalisation vidéo mettant en vedette le croque-mitaine à l'iconographie inspirée par le mouvement activiste Anonymous. De fait, il existe notamment, et là je vais juste passer au travers du corpus que moi j'ai pu observer, 2 autres séries web mettant en vedette la créature, Everyman Hybrid et Tribe 12, mais aussi des blogs de fiction, un roman au demeurant assez médiocre, 2 jeux vidéo et également de très nombreuses images modifiées qui contribuent à accroître la renommée du monstre. Ajoutons à cette liste quelques longs métrages amateurs disponibles sur YouTube, c'est vraiment des longs métrages 90 minutes, et un spin-off de Marble Hornets, ainsi que des rumeurs persistantes, maintenant je pense qu'on pourrait dire confirmées, voulant que le Slenderman soit au cœur de la 6e saison de l'émission de télévision American Horror Story. La prolifération aussi rapide d'œuvres de fiction mettant en vedette le Slenderman a quelque chose d'étonnant, mais il est d'autant plus intéressant de constater combien la créature est mise en œuvre de manière très variée d'une instance à l'autre. Dans certains cas, le monstre n'apparaît que dans les bois, alors qu'il semble, dans d'autres cas, capable d'entrer par infraction dans des demeures. Il agit souvent seul, mais dans certains cas, il s'avère capable de contrôler l'esprit de certaines de ses cibles. Il manifeste parfois sa présence en interférant avec les appareils technologiques d'enregistrement à sa proximité, mais ce n'est pas toujours le cas, on peut le voir à l'image de droite qui est très nette. Sa taille et son apparence varient d'œuvre en œuvre, et la présence de tentacules qu'on voit à droite n'est pas systématisée. Ceci s'explique par le caractère folklorique de la créature, qui peut être modifié selon les besoins et les désirs des créateurs décidant de produire une œuvre présentant leur version personnelle du monstre. À ce titre, il est important de souligner que dans une des rares entrevues qu'il a accordées depuis la mise au monde de son monstre, Victor Surge, si vous voyez dans le milieu de la citation, a affirmé vouloir se faire oublier, puisqu'il jugeait séduisante l'idée que l'on puisse en venir à croire que le Slenderman était surgi spontanément du néant, ou plus vraisemblablement du Deep Web, et avait tenu sa promesse, du moins jusqu'à ce qu'il ait été amené à commenter publiquement un incident tragique, lors duquel 2 jeunes adolescentes ont poignardé une de leurs camarades sous l'influence du Slenderman, selon leur dire. On peut d'ailleurs constater, à ces commentaires tirés de Something Awful, que le refus d'établir une version définitive du Slenderman est également maintenu et célébré par certains fans, et je n'ai malheureusement pas la screen capture, mais dans un forum en 2011, alors que des utilisateurs voulaient établir une liste précise et quelqu'un contestait en disant « Ouais, mais dans Marble Hornets, le monstre n'est pas comme ci ou comme ça », les créateurs de Marble Hornets eux-mêmes sont intervenus en disant « Notre monstre n'est pas le monstre officiel, ça n'en est qu'une itération, on veut que les gens aient la liberté la plus complète pour créer leurs incarnations diverses. » J'aurais vraiment dû faire une capture d'écran parce que là, ça veut dire qu'il va falloir que je retrouve quelque chose qui était sur le web il y a 5 ans. Bonne chance. La déhiérarchisation explicitement réitérée par le développement des fictions du Slenderman devient donc la pierre d'assise de la caractéristique la plus fondamentale de la fiction virale, à savoir son caractère centrifuge. En culture populaire, le canon officiel crée un univers de fiction dont l'expansion prendra toujours comme point de départ un soleil quelconque, formant en quelque sorte un centre de gravité autour duquel les extensions doivent non seulement trouver leur place, mais par conséquent aussi et surtout être créées à la remorque des bases préexistantes et doivent s'insérer dans ce canon. Dans le cas d'une fiction virale, au contraire, les œuvres et récits essaiment à partir d'un centre de plus en plus distant. Ça, c'est un schéma que j'avais fait il y a plusieurs années, qui maintenant, en fait, j'aurais besoin d'un écran 7 fois plus large pour en faire un qui rendrait compte de la grande diversification des fictions du Slenderman. Donc, dans le cas d'une fiction virale, au contraire, les œuvres et récits essaiment à partir d'un centre de plus en plus distant. Je crois d'ailleurs que, comme c'est le cas pour le meme natif, effectuer un retour à la source est superfétatoire, voire dommageable à l'interprétation. En conclusion, la fiction virale se trouve au confluent de la culture participative, des fans
et du folklore du web. D'ailleurs, anecdote, Jean-Michel Berthiaume m'avait envoyé des images tirées d'un Comic-Con où là on voit du cosplay de Slenderman, prouve qu'il y a une adhésion plus large. Elle constitue un cas de figure intéressant afin de comprendre les mécanismes de fictionnalisation, de diffusion et de réception inhérents au Web 2.0, du moins une de leurs possibilités. Le Slenderman n'est sans doute qu'un premier exemple de ce qui est appelé à se produire lorsque des usagers actifs du web s'accaparent un matériau présentant un potentiel narratif intéressant. Il sera également fascinant de voir comment seront affectées les fictions virales lors de leur vraisemblablement inévitable institutionnalisation, lorsqu'elles seront récupérées par les grands joueurs des industries culturelles en carence d'originalité. Et parlant de carence d'originalité, je vous laisse là-dessus. Merci.